Ligne droite. Tournée rotative. La libre information. Bon, la campagne présidentielle a démarré il y a quelques mois, ça n'aura échappé à personne. 30 candidats environ sont officiellement déclarés et pourtant, les sondages, eux, ne présentent pas tous ces candidats. Vous avez remarqué, vous ne voyez pas une liste de 30 candidats sur les sondages dans les déclarations d'intention. Et non, parce que les sondages n'ont yeux que pour Macron, Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Yannick Jadot ou encore le fameux Éric Zemmour qui lui d'ailleurs n'est même pas encore officiellement déclaré. Alors à l'heure où les sondages ont pris une place prépondérante dans le jeu électoral, les petits candidats, on va les appeler comme ça, réclament plus d'égalité. Alexandre Langlois est policier secrétaire général du syndicat Vigie, mais il est aussi candidat à la présidentielle de 2022, fondateur du mouvement Refondation 2022 et auteur d'ailleurs de ce livre « Essayer la démocratie ». Eh bien, Alexandre Langlois a déposé 2 recours jeudi dernier pour demander au CSA de mieux partager le temps de parole dans les médias et d'être présenté dans les sondages. Bonjour Alexandre Langlois. Ah, alors nous ne vous entendons pas. Voilà. Vous m'entendez pas? Oui, ça y est, on vous entend. Pardon. Bonjour Alexandre Langlois. Alors, expliquez-nous d'abord votre démarche juridique. La démarche juridique, c'est que pour avoir du temps de parole depuis 2017, il faut pouvoir être soit présent aux dernières élections, soit avoir un bon sondage. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait un nouveau filtre. Si on n'est pas présent dans les sondages, on ne peut pas arriver dans le jeu politique. Du résultat des courses, il y a un vide juridique sur ce côté-là. Donc, on a fait plusieurs demandes. Une au CSA en disant merci de clarifier les règles. Un recours au tribunal administratif si jamais le CSA ne voulait pas clarifier les règles. Et une au Premier ministre au cas où qu'il veuille passer un décret ou une loi en urgence pour justement clarifier ces règles également. Bon, ça, on en doute, mais bon, vous avez raison d'essayer tous les moyens. Oui, donc vous le dites, en fait, si on n'a pas un bon sondage aujourd'hui, on n'est pas représenté, on n'a pas de temps de parole, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si on n'a pas de temps de parole, on risque pas d'avoir un bon sondage. C'est un petit peu ça, c'est le système médiatique qui choisit un petit peu les candidats et les électeurs n'auront pas le choix entre tous les candidats, mais les candidats choisis par le système médiatique, ce qui quand même pose question dans une démocratie. Le temps de parole également aussi, pour reprendre aussi, c'est que l'esprit de la Ve République, c'était un temps de parole égalitaire entre tous les candidats. En 1965, par exemple, le général de Gaulle a dit tout le monde aura le même temps de parole, sauf moi. Sauf moi parce que je suis président, donc je ne prendrai que 30 minutes parce que tout le monde sait ce que je fais. Ce qui est un petit peu paradoxal. Aujourd'hui, on a un temps d'antenne complètement à l'inverse où M. Macron, pas encore candidat, est omniprésent. M. Zemmour, qui n'est pas candidat, est aussi mis en tête des sondages. Aujourd'hui, on a quelque chose d'assez complètement abstrait où les gagnants du second tour de l'élection présidentielle ne sont pas candidats. Et enfin, le temps médiatique aussi pose problème, c'est que il y a les grands élus, c'est-à-dire les maires, les conseillers départementaux, etc. Donc les 48 000 personnes qui peuvent parrainer une candidature ne connaissent pas les programmes. Donc, s'ils veulent parrainer de façon aussi juste, il faut qu'ils puissent savoir de quoi on parle et éventuellement qu'on leur envoie les programmes de tous les candidats pour qu'ils puissent choisir s'ils veulent parrainer ou pas un candidat. D'ailleurs, on peut réagir rapidement sur cette histoire de signatures, parce qu'il faut donc recueillir 500 signatures, ce qui est très très dur pour encore une fois, je prends des guillemets, petits candidats, puisqu'on sait aussi les jeux de parti, les pressions que peuvent subir aussi chaque maire ou chaque parraineur. Effectivement, il y a les pressions de partis, les pressions aussi de communautés d'agglomération qui disent pour les petites communes, vous n'aurez pas vos subventions. Donc la bonne nouvelle, on a travaillé avec des sondeurs et des politologues qui nous ont dit qu'il y avait des gens sans étiquette qui étaient prêts à faire passer l'intérêt général avant des intérêts partisans et des intérêts particuliers. Donc il y a un créneau qu'on peut prendre. Là, pour le moment, les collectes de signatures ont commencé. Et une fois qu'elles ont commencé, justement, grâce à 2-3 émissions, ça permet qu'un maire connaît un autre élu, qui connaît un autre élu. Et au fur et à mesure, ça se propage. Donc les choses vont aller petit à petit. Et effectivement, la politique est un monde de requins. Nous, ce qu'on propose avec Refondation 2022, c'est d'aller à la pêche aux requins. Ouais. Alors, votre recours au CSA est quand même très symbolique d'un problème qui a déjà été relevé en fait dans un article du Monde qui est paru le 10 octobre dernier, intitulé ainsi « Élection présidentielle 2022, les sondages jugent de paix de la pré-campagne ». Et donc cet article expliquait le rôle colossal qu'ont pris ces sondages aujourd'hui, avec une époque où les primaires d'ailleurs ont même, elles, été évitées par les partis politiques parce qu'elles laissaient peut-être de trop mauvais souvenirs dans chaque parti, sauf chez Europe Écologie Les Verts, avec Yannick Jadot qui a remporté la campagne. Les auteurs de cet article notaient ce risque, celui de créer des bulles sondagères, surestimant certains scores, disqualifiant d'autres candidats et influençant ainsi le vote des Français. Est-ce qu'on y est, Alexandre Langlois?
A priori, on y est parce que déjà, je rappelle que les deux finalistes donnés par les sondages ne sont pas encore candidats. Donc Oui. déjà, ça influence réellement le vote des Français. C'est-à-dire qu'on leur dit, est-ce que vous voulez pas voter pour ces personnes? Elles vont peut-être se présenter si vous voulez. Je veux dire, il y a un plébiscite. Donc on inverse les choses. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'il y a un vide juridique. Donc c'est d'où le recours juridique auprès du CSA avec un avocat pour justement clarifier ces règles, parce que sinon on n'est plus c'est plus les électeurs qui sont le filtre, c'est les instituts de sondage. Et la bonne nouvelle entre guillemets, en tous les cas pour les candidats qui sont moins visibles comme moi, c'est que les sondages dans toutes les dernières élections se sont plantés dans leurs prévisions. Oui, on se rappelle de l'affaire Fillon notamment. Avant l'affaire Fillon, justement, Fillon n'était pas du tout donné vainqueur, alors que finalement, oui. Donc c'est vrai que tous ces sondages aujourd'hui faiseurs de roi, qui en plus mènent la population vers de mauvais horizons, des horizons qui ne sont pas forcément réalisés par la suite, posent vraiment des questions de démocratie aussi, Alexandre Langlois. Effectivement, la démocratie, c'est les électeurs qui doivent trancher, les électeurs qui doivent avoir le choix. Et moi, je repense à ça dans notre campagne. On a quelqu'un qui vient de Suisse, donc qui est juste là en tant que support dans les équipes support. Il a dit en Suisse, à chaque fois qu'on vote, on a tous les éléments pour voter, c'est-à-dire qu'on connaît le pour, le contre, le pourquoi du comment, et on a l'impression que notre voix est très importante. En France, c'est justement l'inverse. On ne donne pas les informations. Même, je prends par exemple pour les régionales, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de propagande électorale pour des raisons d'économie budgétaire, c'est-à-dire que certaines n'ont pas été distribuées parce qu'on a pris des prestataires qui n'ont pas fait le travail. Et du coup, les gens ne vont plus voter, on s'étonne. Forcément, on désintéresse les gens. Et finalement, pour qu'une oligarchie fonctionne, ils ont besoin juste d'un petit nombre. Même s'il n'y a personne qui se déplace, ce sera quand même validé. Et une démocratie, c'est justement la difficulté, c'est que chacun doit s'investir à son niveau. Et c'est ce que peut faire par exemple Radio Courtoisie ce matin, en permettant justement d'exposer différents points de vue. Et qu'est-ce que vous pensez, en parlant de ça, Alexandre Langlois, du vote par correspondance désiré par le gouvernement pour la présidentielle ? On voit bien que le gouvernement est dans une fuite en avant pour essayer par tous les moyens de trouver du vote les numérique, systèmes de vote qui ne fonctionnent pas. Voilà, il y a le vote numérique, ils ont essayé, le vote par correspondance qui a été abrogé en France parce qu'il y avait des soupçons de fraude. Aux États-Unis, on a vu ce que ça peut donner. Nos amis suisses ont refusé le vote également par correspondance et le vote numérique pour des raisons évidentes de fraude. Et on sait que pour le moment, ça n'a pas été terrible. Donc revenons à la chose essentielle, déplaçons-nous. Il y a le système de procuration déjà qui permet de faire des choses. Et même avec ça, je rappelle que par exemple pendant la crise Covid-19, il y a certains endroits où ils avaient facilité le vote dans les EHPAD et qu'il y a certains EHPAD, il y a eu des gens qui sont venus faire ramasser les bulletins de vote pour tel ou tel parti. Donc limitons vraiment la casse et favorisons au contraire la démocratie. Et le débat. Encore une question, Alexandre Langlois, parce que c'est vrai qu'il y a c'est pas mal revenu dans les réseaux sociaux. Il y a aussi une question du côté de la probité des instituts de sondage. Et là, je ne fais que relayer ce que d'autres posaient comme question sur les réseaux sociaux. On a vu notamment Emmanuel Macron qui était invariablement toujours au même résultat d'intention de vote à 25% dans tous les sondages, sans aucune fluctuation des intentions de vote, alors que d'autres fluctuaient grandement et montaient, descendaient. Est-ce qu'on peut se poser des questions aussi, si ce n'est pas sur la probité de l'institut de sondage, peut-être sur la façon dont les questions sont posées, par exemple? Ça, c'est effectivement, il y avait Jérôme Sainte-Marie qui a fait un exposé sur ça en disant déjà, il y a plus de 52% des gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Donc effectivement, les gens qui sont pour qui tout va bien, et qui sont très contents et satisfaits de ce que fait Emmanuel Macron, savent qu'ils vont pouvoir revoter Emmanuel Macron. Donc ce qui peut expliquer qu'il va être stable dans les sondages. Et puis pour les autres des personnes, en fait, ils disent, nous, ça va pas du tout, ça va pas bien, mais on sait pas encore pour qui voter parce que on n'a pas tous les candidats, on n'a pas l'information. Et donc effectivement, par ce manque d'information, les instituts de sondage sont fluctuants et les seuls qui ne sont pas fluctuants, finalement, c'est ceux qui sont aux manettes et qui sont très visibles. Oui, d'accord. C'est comme ça que vous expliquez les bons, entre guillemets, parce que il est quand même pas si haut que ça, les bons résultats d'Emmanuel Macron, c'est parce que c'est lui qui est aux manettes, et donc finalement, les satisfaits, eux, savent pour qui voter. Exactement, les satisfaits savent pour qui voter. Ensuite, il a une exposition médiatique. Et effectivement, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 75% des gens quand même qui sont pas contents de ce qu'il a fait. Donc, qui cherchent un petit peu comment ils vont se placer. Et on le revoit d'ailleurs sur les manifestations contre le pass sanitaire, les gilets jaunes qui reviennent, l'explosion du prix des matières premières. Eux, ils sont capables de nous envoyer des tableaux statistiques en disant que le pouvoir d'achat a augmenté pour les revenus les plus faibles. Dans la réalité, si on n'est pas dans un tableau Excel, non, ça n'a pas augmenté. Donc il y a cette tour d'ivoire. Des gens qui vivent dans cette tour d'ivoire, ça va bien, donc ils savent qu'ils peuvent revoter pour Emmanuel Macron. Maintenant, heureusement qu'il y a 75% des Français qui ont conscience qu'il y a quand même un petit problème entre la réalité vécue et les paroles publiques. Et en fait, dans la question que vous posez sur le problème des bulles sondagères, est-ce que ça ne relève pas d'un problème plus général des médias qui ne voient pas forcément
forcément toute la réalité, mais leur réalité. Et comme les médias sont tous à peu près dans le même milieu, est-ce qu'on n'avait pas une rupture de réalité, de réel entre les médias et le vrai monde? C'est ce qu'on peut imaginer en tous les cas. Et les médias, en fait, effectivement, vivent dans une bulle. Ils sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc, ça monte aussi des fois à un problème peut-être d'indépendance. Je repense à ça, pour citer ça, quand Monsieur Dassault a eu quelques soucis, toute la presse avait titré sur Monsieur Dassault, sauf le Figaro qui appartenait à Monsieur Dassault. Donc, en fait, il y a des conflits d'intérêts qui peuvent être flagrants. Et à ce moment-là, la presse et les médias qui ont un rôle très important pour éclairer l'opinion publique, pour donner de l'information, ne devraient pas faire de la propagande ou transmettre les valeurs qu'il veut transmettre. Ou alors le dire clairement en disant, voilà, l'information sera analysée par notre grille de lecture, mais ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Oui, parce que tous les médias ont le droit d'avoir une subjectivité, mais autant l'annoncer clairement plutôt que de faire croire qu'ils sont neutres, parce que est-ce que la neutralité journalistique existe? Et on peut se poser la même question sur les sondages, parce que moi je vous donne quelques exemples, ce n'est pas Alexandre Langlois qui le dit, mais le CSA appartient au groupe Bolloré, BVA au groupe Bolloré et Rothschild, IFOP c'est Laurence Parisot qui est actionnaire majoritaire, et Ipsos c'est Pinault. Voilà, donc est-ce que les questions peuvent être orientées? Est-ce qu'il peut y avoir des questions de subjectivité comme on a pu le constater parfois dans certains médias? C'est un peu la question aussi qui est posée aujourd'hui, Alexandre Langlois. Il y en a forcément, parce que je reprends un autre exemple que je connais très bien, c'est la police. Quand on pose la question, est-ce que vous aimez la police? La réponse c'est oui, non. Et la question est beaucoup plus compliquée. Est-ce que vous aimez la police quand il vient de vous sauver d'un attentat terroriste? La réponse serait oui à 99%. Oui. Et quand il y a quelqu'un qui commet l'irréparable, comme l'affaire Cédric Chouviat, là, du coup, le nombre de pourcentages chute. Donc, les sondages aussi simplifient la vie, mettent une grille de lecture qui doit être binaire. Le plus souvent, c'est oui, non, pour, contre. La vie, malheureusement, ou heureusement, j'allais dire même, beaucoup plus nuancée. Et l'institut de sondage ne rend pas ça. Et la chose, c'est oui, non. Maintenant, si les instituts de sondage, par exemple, posaient des questions avec des échelles de valeur, en disant qui vous préférez, et noter tout le monde de 1 à 10, avec la meilleure moyenne, on n'aurait peut-être pas les mêmes résultats. Poser plus en avant. Et puis, effectivement, les questions sont orientées. Et là, la question très simple, c'est quand ils proposent leur liste de candidats, avec des gens qui ne sont déjà pas candidats, je le rappelle, forcément, ils orientent l'opinion publique, parce que les personnes sondées ne peuvent pas dire oui, mais moi je voudrais telle ou telle personne qui sont déjà candidates. Donc les choses sont préformatées. Et l'autre chose aussi, les sondages influencent l'actualité. Ils vont dire nous on va faire un sondage sur tel sujet. Donc du coup ça passe en tête de l'actualité parce qu'ils ont choisi de faire un sondage sur tel sujet. Donc en fait les sondages ont effectivement une énorme puissance, et une puissance en plus factice, parce qu'on voit ils se trompent régulièrement dans leurs prévisions et dans leurs analyses. Alors Alexandre Langlois, président, est-ce que vous supprimeriez ces instituts de sondage? Les supprimer, non, parce que c'est pas en supprimant qu'on fait des choses. Par contre, contrôler et encadrer, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on fixe des règles très claires et qu'après qu'on les prenne pour ce qu'ils sont, des sondages, et qui ne doivent pas servir comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est une suppression qui serait très claire. Est-ce que le temps de parole des candidats à une élection doit être conditionné aux résultats qu'ils font dans les sondages? Non. Ça ne doit pas être ça, ça doit être donné un temps de parole pour que chacun puisse s'exprimer. Et les sondages peuvent être un outil pour ceux qui y croient encore, mais on doit donc plutôt encadrer les sondages et que ce ne soit pas la base de la démocratie. Donc voilà, sachez que si Alexandre Langlois est président en 2027, quand vous souhaiterez vous présenter, vous aurez tous un temps de parole à égalité et pas en fonction des instituts de sondage. Merci beaucoup Alexandre Langlois, je rappelle, policier, secrétaire général du syndicat Vigie, candidat à la présidentielle 2022, fondateur du mouvement Refondation 22 et auteur de ce livre « Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie », et c'est aux éditions Talma Studio. Merci Alexandre Langlois. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.